Tout le gouvernement, France, Union européenne, etc., on dégage tout. C'est quoi ta vision de l'évolution du marché en 8 ans? On tourne en rond. Une majeure partie des gens aujourd'hui qui créent des projets, ils sont là pour sucrer du pognon. Pas de me prendre de procès en diffamation, donc je vais pas donner les noms. Les gars, vous avez tous pognon entre les mains, vous planchez sur quoi en fait? Décalage complet. Le marché, les politiciens. Il y a un mur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Et ben, ma réponse va être un peu complotiste, mais... Merci de nous retrouver sur Unhosted. Aujourd'hui, mon invité, c'est Capet. Vous le connaissez peut-être déjà. Il a une chaîne YouTube. Il fait de l'acculturation crypto depuis 8 ans. C'est aussi le fondateur du média Coin Academy. Avec lui, on va bien sûr parler de l'état du marché crypto en ce moment. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à avoir toujours de meilleurs invités. On est parti avec Capet. Salut Capet. Bah salut Claire, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Toi, tu es le fondateur de Coin Academy. Tu es dans la crypto depuis 8 ans. Tu viens du milieu du gaming et puis tu as une chaîne YouTube crypto. Alors, comment est-ce qu'on passe du gaming à la crypto? C'est vrai. J'ai commencé à être très gaming, à m'intéresser ensuite à l'informatique pour comment fonctionnent les jeux, comment créer des jeux, ce genre de choses. J'ai dérivé via des contacts sur tout ce qui était sécurité, hacking, etc. Tu vois, je bidouillais ma PSP, ma PS3, puis mon PC. Et j'ai fait une rencontre qui m'a mis dans les cryptos. Alors, on avait commencé à m'en parler en 2012, de mining, etc. J'y comprenais rien. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, j'ai skip. Et on m'a relancé sur le sujet en 2015-2016 autour de la blockchain, autour du Bitcoin. Et on m'a tout expliqué. Le mining, le fonctionnement de la blockchain, qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que Ethereum, qu'est-ce que Monero. Donc là, quand je m'y suis remis sérieusement en 2016, là, c'était très clair pour moi et je suis vraiment tombé amoureux et j'en suis jamais sorti. Ça m'intéressait de te recevoir parce que dans une de tes dernières vidéos, fin 2024, tu parlais des VC et de leurs investissements dans des projets crypto. Et tu te demandais, en gros, si les VC se faisaient pas du beurre, quelque part, sur les investisseurs individuels. Alors, est-ce que tu pourrais nous détailler ta vision là-dessus? Alors, déjà aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être aussi un petit peu du côté VC en rentrant parfois en seed ou à un rang supérieur, etc. Alors pour ceux qui nous écoutent, ça dépend des projets, mais en gros, avant qu'un projet sorte, souvent, on peut rentrer à certaines valorisations en fonction de l'ancienneté du projet. Donc, par exemple, ça peut commencer avec une seed, après tu as un nouveau round, on va dire c'est la série A, le round d'après c'est la série B, donc du coup ça fait 3 rounds, seed, série A, série B, et tu rentres avec différentes clauses, différentes valorisations. Et c'est vrai que l'épisode 2024, il a été un peu agressif dans le sens où tu as des projets qui sont sortis à des milliards de valorisation, avec potentiellement des VC qui sont rentrés à 100 fois moins cher, voire 500 fois moins cher, voire 1000 fois moins cher parfois. Et il y a aussi ce problème de tu ne trouves pas toujours toutes les informations sur Internet. C'est-à-dire que quand le projet y sort, tu vois le prix, tu vois le nombre de jetons en circulation, donc tu fais prix fois nombre de jetons, tu as la capitalisation. Mais tu ne sais pas à quelle valorisation sont rentrés les investisseurs privés à tous les coups. Des fois que tu as l'info, elle est publique, des fois tu ne l'as pas. Donc, quand tu ne l'as pas, tu ne sais pas à quel point ces gens-là ont une grosse quantité de monnaie et donc ont une forte capacité à créer de la pression vendeuse, donc à foutre le prix par terre. Parce que c'est très simple. Imaginons, tu mets 1000 euros dans un projet, tu fais x 1000 dessus. Tu as transformé 1000 euros en 1 million d'euros. Quel est ton premier réflexe quand tu as la possibilité de vendre? C'est de vendre, pas forcément de tout vendre, mais au moins d'en vendre et de sécuriser un profit. Donc, si tu as une grosse quantité de monnaie et que tu as envie de décaisser sec parce que tu as envie de sécuriser, forcément, le prix il s'écroule. Donc, on a eu vraiment cette époque 2024 où ça s'est valorisé beaucoup trop haut parce que à chaque cycle, ça fait que monter plus. À chaque cycle, on a 100 millions de valos, puis 1 milliard de valos. Après, on est monté à 10 milliards, 20 milliards de valos pour les plus gros projets. Sauf que là, c'est pas passé. C'est pas passé pour X raisons. Et du coup, les gens se sont réveillés, ils se sont dit moi, j'ai pas envie de mettre les pieds dans un projet qui est déjà valorisé à 20 milliards ou 10 milliards. Je préfère presque acheter un meme coin qui commence à 1 million, parce que de 1 million, si on monte à 100 millions, je fais mon x 100, et ça rééquilibre un petit peu les rapports de force entre le privé et le projet une fois qu'il est sorti publiquement. Toi, tu trouves ça problématique qu'il y ait des fonds qui investissent des gros montants de jetons avant potentiellement les investisseurs individuels? Pas vraiment. En fait, ce qu'il y a de problématique, c'est que le prix est roi. Donc, si le projet continue de monter après, en fait, tout le monde est content.
Tu vois, Solana, il y a des gens qui sont rentrés à 1 centime, 10 centimes, ils montaient à quasiment $300. Le fait que Solana, il y a des gens qui sont rentrés aussitôt, ça n'a pas trop posé de problème. Sauf à certains moments, quand Solana était en train de fondre, bon bah là, on crache sur les VC, tout le monde est méchant. Donc le souci, c'est quand tu as un projet qui sort, qui se dépêche de créer de la hype sur les réseaux sociaux, envoyer un airdrop, faire un semblant d'écosystème, et qu'une fois que tout ça s'est passé, que le jeton il est sorti, qu'il ne se passe plus rien en fait. Sauf que même si le projet il va continuer de fondre, donc il va diviser par 10 par rapport à sa sortie, bah, si les gars ils sont x500, x500 divisé par 10, c'est quand même x50, donc ils ont bien mangé. Mais les gens qui n'ont pas accès à toutes ces informations-là, ils rentrent sur un projet en se disant bon, oui, bah, c'est le jeu, je peux perdre de l'argent, mais ils ne savent pas qu'ils sont face à des gens qui sont en x100 ou en x500. Donc tu peux trouver des informations sur CryptoRank ou Chainbroker ou d'autres sites. Vous pouvez vous aider de l'IA aussi, hein, vous cherchez des sites pour ça. Mais parfois, l'info, tu l'as pas. Tu trouves qu'il y a plus ou moins de wash trading et de manipulation de marché aujourd'hui qu'avant? Je pense qu'il y en a moins, mais je peux pas vraiment le prouver. Mais je pense que l'époque 2016, 2017, 2018, entre Bitrex, Poloniex et compagnie, c'était wash trading land. Il y avait que ça. Et aujourd'hui, tu penses qu'il y a... Je parlais pas tant des exchanges, mais plus peut-être d'exchanges décentralisés ou de, tu vois, lancement de tokens sur lesquels tu as beaucoup de wash trading pour faire monter les volumes Il doit y en avoir, ouais. Il doit y en avoir, mais le truc, c'est que ça se voit, je pense, beaucoup plus facilement parce que tout est traçable, alors que quand c'est un carnet d'ordre d'une plateforme centralisée, s'il y a ce qu'on appelle du spoofing, c'est-à-dire des gens qui créent plein d'ordres, qui désactivent plein d'ordres, etc., tu peux pas savoir si c'est une seule personne, si ça en est plusieurs, si c'est l'exchange, si c'est des market makers, tu peux pas savoir en fait. Tu es dans le marché crypto depuis 8 ans maintenant. 8 ans. C'est quoi ta vision de l'évolution du marché en 8 ans? On tourne en rond. En fait, niveau infra, ça ne fait qu'évoluer. Ça, c'est factuel. Je veux dire, à l'époque, c'était lent, c'était atroce à utiliser. Ça donnait pas envie de créer un wallet, de télécharger soi-même toute la blockchain pour avoir l'historique, puis interagir avec la blockchain, même si finalement, c'est un peu la meilleure façon de faire. Donc, on a simplifié quand même l'expérience utilisateur. On a des wallets qui sont plus agréables à utiliser, des blockchains qui sont plus rapides pour envoyer, pour swapper, mais on reste toujours à faire joujou sur les mêmes mécaniques utilisateurs. C'est faire des swaps, faire des transactions, et puis aujourd'hui, ça va être minter des NFT, farmer des airdrops, mais on est toujours très 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 loin de l'utile, à l'exception du marché des stablecoins, où là, effectivement, il y a des... On va dire qu'il y a une infrastructure pour des paiements transfrontaliers qui est en train de se créer et qui est pour moi beaucoup plus efficiente que ce qui existait, on va dire, dans le monde traditionnel. Mais mis à part le paiement et le stablecoin, on tourne vachement en rond. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Twitch, un YouTube, un Netflix ou un réseau social mass market aujourd'hui. Avant, on avait l'excuse de dire on n'était pas prêt techniquement. Aujourd'hui, on est plus ou moins prêt, mais c'est juste que personne ne se lance parce que personne n'a envie de prendre les risques sur des fonds propres déjà, pour commencer. Et puis, il faut une certaine expertise technique. Et j'ai l'impression que finalement, les gens qui sont très brillants en technique peuvent bosser sur Ethereum ou sur Solana, mais ne bossent pas sur des applications. C'est un peu le ressenti que j'en ai. Tu vois, c'est que dans le monde traditionnel, toutes les applications qu'on utilise, tu as toujours un concept clé, des gens qui sont très bons techniquement. En crypto, c'est pas le sentiment que j'en ai. Après, les gens qui sont très bons techniquement, ils bossent surtout sur les protocoles et sur les infrastructures. Oui, mais bon, tu vois, niveau infrastructure, ça va 2 fois, 5 fois, 10 fois plus vite. On parle de transactions par seconde, de trucs comme ça. Mais ça crée pas de nouveaux usages, en fait. Alors, on en revient au fameux débat de est-ce qu'il faut mettre de la blockchain partout, est-ce que c'est nécessaire? Bon, c'est un peu comme l'expérimentation d'Internet. Au début, tu avais des sites pour tout et n'importe quoi. Et puis au final, tu as eu la bulle de l'Internet qui a éclaté. Tous les concepts un petit peu moyens, ils se sont liquidés. Et on va dire que c'est les projets les plus solides qui sont restés, comme Amazon, Apple, Google, etc. Alors, qu'est-ce qui manque selon toi? C'est une question, tu dis que c'est plus une question technique, mais c'est une question quoi? De motivation, de prise de risque, de réglementation? C'est quoi? Moi, je vais être aigri et je vais dire simplement qu'une majeure partie des gens aujourd'hui qui créent des projets, ils sont là pour sucrer du pognon. Ils ne sont pas là pour répondre à un besoin. Je n'ai pas de nom particulier à donner, mais simplement, je vais prendre un cas très précis. Hyperliquid, qui est sorti récemment, qui fait plus ou moins de bruit. Beaucoup de bruit chez les initiés. Ça ne monte pas encore au cerveau pour les gens qui sont moins dans les cryptos. Pourquoi Hyperliquid? Ça fait mouche.
parce que c'est pas une VC chain. T'as pas eu de round d'investissement avant. C'est les créateurs qui, en fonds propres, ont monté ça. Ensuite, il y a beaucoup de tokens qui ont été libérés à la communauté. Donc, les gens qui ont profité de l'airdrop, ils se sont gavés. Le jeton est sorti à 4 $, il est monté jusqu'à 30, donc il y a eu de l'upside. Tout est fait pour valoriser le jeton, tout en étant un sous-jacent technologique qui est bon, tu vois. C'est performant, c'est un peu beaucoup centralisé. Pour le moment, tu as 16 validateurs, mais le sous-jacent technologique, il est bon. Ça va être compatible VM. Là, on commence à entendre parler d'histoires comme quoi on pourrait avoir des transferts natifs Bitcoin. Donc, niveau techno, c'est bon. Niveau commu, c'est bon. Niveau tokenomics, c'est bon. Et ça répond à un besoin, c'est de mettre la finance on-chain. C'était la même chose pour Solana, c'est la même chose pour Ethereum. Tandis que tous les autres, c'est un peu des copier-coller de l'existant où on va changer quelques paramètres, on va surfer sur un narratif, on va vite se dépêcher de sortir quelque chose, arroser de pognon des projets qui vont se construire en premier dessus, où on va faire une copie de Uniswap, une copie d'AAV, une copie de machin bidule et trucs. Et puis au final, les gens se disent mais qu'est-ce que je fous là? Et du coup, le jeton, ils font comme le sucre et on passe à autre chose. Donc tu es assez pessimiste quand même. Bah oui et non. Je suis pessimiste dans les propos parce que je pense que ce marché, il a besoin d'être critiqué pour aller de l'avant. Et dans le même temps, tout mon fric est en crypto. J'ai rien en banque. Je suis peut-être à plus de 90% de mon capital qui est en crypto. Donc si j'y croyais pas, je ferais pas ça. C'est simplement qu'avec autant d'argent, je trouve pas ça normal qu'on fasse si peu, surtout du côté utilisateur. Que ce soit les expériences sur les wallets. Tu vois, Ethereum, MetaMask, c'est puant. Maintenant, il y a Rabi qui est quand même mieux, mais MetaMask, c'est horrible. Bridger d'une chaîne A à une chaîne B, d'un layer 2A à un layer 2B, c'est atroce. Les applications, bah, c'est que des swaps, lending, borrowing. J'en reviens à ce que je disais des copycats. Donc, tu es en mode, les gars, vous avez tous pogné entre les mains, vous planchez sur quoi, en fait? C'est quoi votre problème? Tu me disais l'autre jour que tu avais cru à un moment au flipping, tu sais, Ethereum, Bitcoin, ouais. donc qu'Ethereum allait dépasser Bitcoin. Est-ce que tu y crois toujours? Plus vraiment. Plus vraiment. Et pour développer ma pensée, pourquoi je l'ai eu cru? C'est parce que je me disais, OK, Bitcoin, c'est une monnaie. C'est une monnaie, c'est un système de paiement. Ethereum, c'est aussi une monnaie. C'est aussi un système de paiement. Mais c'est aussi un ordinateur décentralisé. On peut exécuter toutes sortes de choses en surcouche. Donc, je me disais, c'est un Bitcoin plus. Force est de constater que le marché en a décidé autrement. Mais il y a des choses qui ont changé aussi. Je suis un peu partie de ceux qui pensent que peut-être que le passage au Proof of Stake, c'était pas forcément une bonne idée. Je comprends les arguments du côté un peu écolo, que voilà, ça consomme moins d'énergie, même si c'est un faux problème quand on s'intéresse vraiment au sujet. Le fait d'avoir des blocs qui sont toujours de 12 secondes et pas approximatifs autour des 13 secondes comme avant, au même titre que Bitcoin, on dit que c'est 10 minutes par bloc, et en réalité, c'est approximatif 10 minutes. Tout ça, je le comprends. Mais d'un autre côté, on a mis complètement sur le carreau les mineurs pour avoir un système bien plus plutocratique, je dirais, où des gens qui déjà avaient beaucoup d'Ether, entre parenthèses sans rien faire, montent des validateurs et continuent de générer du rendement. Donc les riches deviennent encore plus riches. Et voilà, c'est pas le top. Mais je pense pas que ce soit vraiment le problème. Il y a beaucoup de problèmes dont on parle en ce moment aussi sur Ethereum. C'est la façon dont c'est pensé, la façon dont c'est l'idée, et j'irai même plus loin, ça c'est mon avis, qu'il y a un décalage de vision entre les gens qui lead, entre parenthèses, Ethereum, et les gens qui build sur Ethereum. Et qu'il peut y avoir une sorte d'a priori, voire de copinage parfois, qui n'est pas souhaité, dans le sens où je ne me permettrai pas de dire que les gens qui lead Ethereum font croquer les copains, mais simplement qu'eux, ils vont avoir un a priori positif ou négatif par rapport à certains narratifs. Tu vois, par exemple, ils peuvent aimer la DeFi, ils peuvent moins aimer les NFT, ou moins aimer les agents IA, ou moins aimer, les protocoles de lending borrowing. Donc, ils vont plus mettre en avant un truc qu'un autre. Et du coup, je trouve que c'est pas ouf. Quand tu regardes ce qui se passe sur Solana, bah, tu as Solana qui pousse tout ce qui se passe sur Solana. Ils poussent les NFT à l'époque, ils ont poussé les agents IA récemment. Dès qu'il se passe un truc sur Solana, c'est relayé par la fondation, c'est relayé par Anatoly, le cofondateur de Solana. Alors que sur Ethereum, tu n'as pas ce côté regardez notre écosystème, à part ce côté un peu branlette intellectuelle autour de l'infra, entre les optimistic roll-up, les ZK roll-up, mais tout ça, c'est de l'infra et les gens s'en foutent de l'infra. Quand tu utilises YouTube, Facebook, Twitch, tu t'en fous que ça tourne sur des serveurs Google ou Amazon AWS. Toi, tu consommes un service. Sur Ethereum, lapsus,
tout tourne autour de l'infra, pas autour des applications. Sauf que les gens, ils utilisent des applications. Et ce décalage, il est atroce. Donc Ethereum, il a un peu ce côté Linux, tu vois. Ce côté puriste en mode, ouais, Windows, Apple, j'aime pas trop, machin, je préfère Linux. Je le vois un peu comme ça. Je prends juste une minute pour vous parler de notre sponsor Débloc. Est-ce que votre banque vous a déjà posé problème lors d'un investissement crypto? Vous avez peut-être déjà fait face à des questions intrusives, à des rejets de virements, voire même à une suspension de compte. Et si ça vous est déjà arrivé, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a créé Débloc. Débloc, c'est le premier compte courant qui intègre un vrai portefeuille crypto. Concrètement, vous pouvez recevoir votre salaire, payer votre loyer, vous avez une carte Visa pour vos dépenses quotidiennes et vous pouvez acheter et vendre de la crypto sans limite directement depuis votre compte bancaire. Débloc est régulé en France, est agréé par l'autorité des marchés financiers et par la CPR. Vous voyez directement dans l'application à la fois vos euros et vos cryptos. L'inscription est gratuite, elle prend 2 minutes. Le lien est dans la description et on est reparti tout de suite avec Capet. Et tu penses quoi du phénomène Solana? Alors tu trouves que c'est bien d'aller justement pousser tout un tas d'applicatifs que peuvent être les NFT, les memecoins. Ouais, alors moi, je suis un gros bandeur de Solana. Donc, Ouais. je sais que ceux qui nous écouteront ne seront peut-être pas du même avis. Solana ne prétend pas devenir aussi décentralisé que Bitcoin et Ethereum pour de multiples raisons. Aujourd'hui, c'est 1400 validateurs. Solana, c'est une blockchain qui est énorme en poids, qui fait peut-être 300 ou 400 téras de données. Donc, si tu voulais télécharger tout l'historique de Solana, c'est hors de prix. En fait, c'est juste pas possible pour un individu. Donc, tu t'en remets, on va dire, à ce qu'on appelle les archives nodes, c'est-à-dire des nœuds spécialisés là-dedans, qui doivent être peut-être une centaine. Mais mis à part ça, l'idée, c'était de pousser les performances à outrance. Et surtout, ne pas complexifier à outrance avec une architecture, on va dire, ultra modulaire qui fait que tu fragmentes toutes les informations. Parce que Solana est modulaire. La preuve, on commence à voir ce qu'ils appellent des network extensions, c'est l'équivalent des layers 2. Mais simplement, tu gardes le même état, tu gardes les mêmes liquidités, quoi que tu fasses sur Solana. C'est ça l'idée. Alors que sur Ethereum, tu vas avoir des liquidités sur le layer base, puis sur Optimism. Alors, tu vas avoir après l'OpenStack qui va brancher tout ça, mais tu auras quand même une fragmentation entre l'écosystème Optimism et celui d'Arbitrum et celui de Starknet. Donc, on va créer un autre truc qui va plus ou moins interopérer le reste, mais tu n'auras jamais le full packaging. Enfin, il y a toujours on nous dit toujours oui, ça arrivera, machin. On attend. Ethereum, ça fait quand même un sacré moment que c'est là. On attend. Donc, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est moins cher. Et en plus, il y a une vision de pousser l'écosystème avec une roadmap qui est assez claire, je trouve. Et puis, Solana est capable d'avancer avec son temps. C'est-à-dire que si on parle de la nouvelle génération des Layer 1, on entend parler de Sui, d'Aptos, qui font au final un peu du Solana aussi. Bah, Solana se dit, on peut aussi se rapprocher un petit peu de ce que fait Sui et Aptos. Tu vois, aujourd'hui, un logiciel de client Solana pour un validateur, il gère à la fois l'exécution et le consensus. Sur Ethereum, tu as des clients d'exécution diverses, tu as des clients de consensus diverses, et à l'avenir, Solana séparera aussi l'exécution du consensus, ce qui fait que potentiellement, à horizon 3 ans, je pense, tu pourras avoir des nœuds beaucoup plus légers qui vont pouvoir s'occuper du consensus. Et donc, au lieu d'avoir 1400 validateurs, peut-être qu'on en aura 10 000. Et peut-être qu'à ce moment-là, on considérera que le niveau de décentralisation, il est suffisant, tu vois. Mais toujours une centaine d'archive notes. Ça, c'est un autre sujet, ouais, tout à fait. Mais tu crois dans un flipping Solana Ethereum? Ça, c'est possible, ouais. Je pense que c'est possible. Je ne parierai pas d'argent dessus. Moi, je ne fais pas de jaloux. Je suis un peu à 50-50 entre les bagues. Mais ceux qui pensent qu'Ethereum est intouchable parce que la vision, parce que si, je pense qu'ils se trompent. Et ceux qui pensent que Solana est voué à l'échec à terme parce que les institutionnels ne voudront pas d'une blockchain centralisée qui tombe en panne, machin, je pense aussi qu'ils se trompent. C'est juste que tu vas choisir Ethereum pour avoir cette espèce de stabilité qui peut plaire pour sécuriser certains types de transactions, certains types de business. Mais ceux qui vont chercher des business un peu plus temps réel, comme je sais pas, du trading à assez haute fréquence, du gaming, du micro-paiement, du paiement transfrontalier, je pense qu'ils auront tendance à plus aller sur Solana qu'à d'aller sur un Ethereum ou même un layer de Ethereum. Tu penses quoi des communautés de memecoin? Rien de particulier, j'ai pas d'avis négatif dessus en tout cas. Je pense que Internet c'est fait pour s'amuser avant tout. Le mouvement memecoin, c'est un petit peu mettre un prix sur un sentiment de marché, sur une communauté. Bon, est-ce qu'on peut dire que la quasi-totalité des altcoins finalement sont des memecoins? Peut-être que oui, tu vois. Peut-être qu'on fait semblant d'y mettre une utilité, mais que dans le fond,
C'est un peu la même chose. Ils ne le revendiquent pas, en tout cas. Ah non, Ils ne bah revendiquent non. pas d'être des blagues. Bah non, mais c'est juste que tu as beaucoup de projets du cycle de 2017 qui font semblant de faire quelque chose. Pas envie de me prendre de procès en diffamation, donc je vais pas donner les noms. Mais tu prends CoinMarketCap de 2017, vous pouvez taper sur Internet, CoinMarketCap 2017, 2018, et tu vois le top 100. Et tu as des projets qui sont toujours là dans le top 100, où ils sont là à faire des annonces, et on va changer la tokenomics, et on va rajouter le VM et machin. Mais c'est de la survie pour justifier le fait que ça travaille, parce qu'à l'époque, il y a eu une ICO et qu'ils ne veulent pas se faire tordre, peut-être par les régulateurs, tu vois. Mais ils n'ont pas l'air d'être très inquiétés du fait qu'il ne se passe absolument rien sur leur blockchain. Et les mêmes coins qui sont lancés par des dirigeants, donc Trump a eu le sien, et puis là on a le président de la République de Centrafrique qui a lancé le sien aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour ce qui est de la Centrafrique, j'ai pas trop d'idées sur le sujet. Pour ce qui est de Trump, bah, c'est du Trump, quoi. Trump, il aime bien lancer plein de produits. Tu vois, il a lancé des cartes virtuelles, il a lancé les Trump Towers, il a lancé toutes sortes de produits dans l'immobilier, toutes sortes de choses. Et en fait, je pense que pour lui, un meme coin, c'est un produit avec le nom Trump parmi plein d'autres. Alors, si tu sacralises la monnaie, tu peux te dire, bah, c'est une monnaie de singe. Mais si tu vois ça juste comme un produit sur lequel tu peux spéculer, bon, bah, c'est un produit parmi tant d'autres, finalement. Tu parlais tout à l'heure du régulateur et de la réglementation. Comment tu vois aujourd'hui la réglementation en Europe? Parce que tu as été dans le paiement avant d'arriver dans la crypto. Ouais. C'est quoi ton avis sur la réglementation crypto en Europe? Et ben, ma réponse va être un peu complotiste, mais je dirais qu'ils font des annonces pour dire on va faire de l'Europe un hub de la crypto, où on a eu la France Crypto Nation, etc. Pour faire semblant de traiter le sujet. Factuellement, on n'a pas vu grand-chose. Donc on a eu quelques enregistrements PSAN, mais il ne fallait pas être pressé. Ça a tué un paquet de business, d'ailleurs, le PSAN. On pense à Bitits à l'époque, projet français, qui ont mis la clé sous la porte grâce au gouvernement français, merci à eux. On a eu aussi Bitcoin Avenue à Cannes, qui a eu des difficultés avec sa banque, qui était obligé de faire un backup au Luxembourg parce que son propre pays lui mettait les bâtons dans les roues. Enfin, voilà, tout a été fait pour tuer le business. Enfin, factuellement, on peut me faire venir quelqu'un de la Banque de France ou je ne sais qui pour essayer de me justifier le contraire. Moi, je crois ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que d'un côté, on a eu des exchanges qui ont joué avec le feu parce que ils s'en foutent. Tu vois, on a eu à l'époque c'était Paris Blockchain Summit ou quelque chose comme ça qui a été brandé de partout, Binance et crypto.com. Au Palais de la Bourse. Au Palais de la Bourse. Et je tape ni sur Binance ni sur crypto.com. Eux, ils mettent un billet, veulent être sponsor, point, tu vois. Mais juste que c'est une phase de blague. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve le plus ahurissant, on a eu l'occasion d'en discuter au téléphone, c'est qu'à la limite, si l'idée c'est de se dire on ne considère pas Bitcoin comme une monnaie, on fait exprès de parler de crypto-actifs et pas de crypto-monnaie parce qu'on veut sacraliser l'euro, bah, vis avec ton temps et simplement comprends le marché des stablecoins, comprends que les gens ne veulent pas de CBDC, que le système bancaire, c'est effectivement une banque centrale et des banques commerciales et tu devrais simplement pousser ton euro sur la blockchain, pousser l'entrepreneuriat autour de l'euro, paiement autour de l'euro, arroser de paires euros sur tous les exchanges, quitte à l'imposer s'il le faut, tu vois, et considérer que le CBDC c'est finito et que simplement l'euro il doit briller sur la blockchain et que ton système bancaire, si tu veux le maintenir en vie parce qu'il y a un business, il y a des emplois, il y a des projets, et branche ton système bancaire à du stablecoin euro. Voilà. Et fais de la DeFi, fais de la CDeFi, ce genre de choses. C'est ce que comprennent très bien les États-Unis. On le voit, ils sont en train de pousser des réglementations stablecoin où ils fragmentent en fonction de qui émet le stablecoin, quel est le poids du stablecoin, etc. Encore une fois, l'Europe, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent très bien ce qui se passe. Ils font juste une idéologie de dire on ne peut pas dire expressément qu'on n'en veut pas, donc on fait semblant d'eux. On fait toujours semblant d'eux, en fait. Et une fois qu'on se rend compte qu'on est en train de se faire cuisiner, là, on s'active, tu vois. C'est comme l'intelligence artificielle en ce moment. On nous a poussé du RGPD, protection des données, dans tous les sens. Ils ont milité pour interdire le nucléaire alors que c'est propre et que ça nous permettait d'avoir une quantité d'énergie phénoménale jusqu'à tuer notre industrie. Et là, on est en train de se faire zigouiller côté US par ChatGPT, côté chinois par DeepSeek, et on est là à dire Mistral, le chat, Mistral. Franchement, les gars, il n'y a aucune ligne directrice, quoi. Les gars, ils sont secoués. Et sur la crypto, c'est pareil. Je veux dire, des cerveaux en crypto, on n'a que ça.
On en a partout des cerveaux en crypto. Et à chaque fois qu'il faut gérer le sujet crypto, eh bien, ils font venir des pseudo-spécialistes qui n'ont jamais de contradiction avec leurs propos. Et du coup, ça avance, c'est-à-dire ça n'avance pas. Et tout le monde se barre à Dubaï, aux États-Unis maintenant, etc. Quand on préparait cette émission, tu m'avais parlé de capitalisme de connivence. Ouais. Alors, est-ce que tu peux détailler ce que tu veux dire par là? C'est quoi le capitalisme de connivence? T'as capitaliste dans le nom, mais moi, j'aime pas appeler ça du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, t'as le pouvoir, t'as la banque centrale et les gouvernements, on va dire le haut de la pyramide, qui décident des politiques monétaires, de distribution de subventions diverses et variées. Et du coup, t'as le secteur privé, on va dire, proche du pouvoir, qui profite en premier du robinet. Par exemple, quand il y a eu la période Covid, il y a eu des aides pour certaines entreprises, il y a eu des aides, il y a eu des achats de vaccins, etc. À ce moment-là, ceux qui étaient dans le sens du vent, ils en ont bien profité, et ceux qui n'étaient pas dans le sens du vent, ils se sont pris l'inflation plein nez jusqu'à mettre la clé sous la porte. C'est la même chose dans le monde du paiement, c'est la même chose dans le monde des télécoms, etc. Je viens du monde des paiements et des télécoms, donc c'est que ça. Et donc, ce que je pense, c'est que ils ont l'air d'être très accrochés à leur CBDC. Donc j'imagine que tu as des entreprises françaises, allemandes, Pays-Bas, etc., qui sont des spécialistes du paiement, qui sont déjà sur le coup depuis des années, pour des blockchains privées, pour faire des systèmes spécifiques, et que du coup, ils se sont finalement pas trop posé la question de la blockchain publique, je pense. Et que du coup, comme ils ont dû dépenser un pognon monstre là-dedans, ils vont rester agrippés à leur connerie jusqu'à la fin, en fait. Au lieu de se dire... on ouvre le marché, on met une réglementation un peu en mode zone grise, en mode, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, mais il y a plein de trucs où, comme en Suisse, faites votre truc, 1 an, 2 ans, 3 ans, et après on fait le point au bout de 3 ans et on réglemente. C'est pas ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un MiCA qu'on ne comprend pas trop, où on nous dit, grâce à MiCA, on va pouvoir avoir un passporting européen, machin. Donc il y aurait, soi-disant, une licence MiCA. Tu tapes sur Internet, licence MiCA, qui l'a, comment on l'obtient, tu vois, tu comprends rien de rien, c'est un bordel pas possible. Et comme c'est un gros bordel, les entrepreneurs, ils osent pas, tu vois, par exemple, si tu as la licence en Espagne, ils osent pas marketer en dehors de l'Espagne. Ou si tu as un MSAN français, ils osent pas marketer en dehors de la France parce qu'ils attendent d'avoir la licence, ils attendent d'avoir le feu vert, alors que tu as d'autres boîtes qui ont les moyens d'avoir des bureaux absolument partout. Donc, eux, ils déroulent en fait. Et à chaque fois, comme dans le système bancaire, comme dans l'IA, comme dans les entreprises Internet, c'est toujours les gros qui deviennent encore plus gros parce qu'ils ont les moyens, et les petits qui sont bloqués parce que s'ils veulent être en règle d'un point de vue réglementation, ils ne peuvent pas s'activer parce qu'ils ont peur qu'on leur tombe dessus. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Tu veux que je te réponde vraiment? Ouais, vas-y. Tout le gouvernement, France, Union européenne, etc., on dégage tout. On dégage tout, on refait tout. Mais on refait tout. Pour moi, il y a un décalage tellement énorme entre ces gens-là et les gens qui créent de l'emploi, c'est-à-dire les petits, les moyens, voire parfois les gros, qu'il faut arrêter d'être complètement à côté de la plaque. Tu écoutes les gens, tu vois bien que les gens, ils se sentent pas du tout représentés par ces gens-là. Et quand ils votent par défaut. Ils votent pas pour, ils votent contre quelque chose d'encore pire. Et c'est tout le temps comme ça. Faut arrêter le cirque. Donc voilà ma solution. Maintenant, voilà. Ouais, on manque peut-être de bons candidats en politique. Ouais. On pourrait, mais le problème, c'est que si on veut du changement, il faut des gens qui sont un peu radicaux. Radicaux gauche, radicaux droite. Hein. J'ai une philosophie politique, mais ça me dérangerait pas d'avoir un radicaux gauche, par exemple, si il a des bonnes idées. Mais tant qu'on est sur cette espèce de centrisme gauche, centrisme droit, on ne fait qu'entretenir ce même système, toujours plus socialiste, toujours plus d'impôts, toujours plus de règles, toujours plus. C'est ça qui nous bute, en fait. Il n'y a pas de politique libérale, c'est pas du tout pro-business. Et là où c'est encore pire, c'est que on appelle ça du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il y a le mot libéral dedans, mais il n'y a rien de libéral là-dedans. Parce que c'est que du capitalisme de connivence. Donc c'est toujours des gens qui ont les moyens de faire du lobbying, les moyens de parler avec le pouvoir, les moyens de faire changer les lois, etc. etc. C'est pas un marché libre. C'est un marché qui est dicté par des règles. Et les règles,
Ce sont des lois qui sont écrites par des lobbies. Donc ça n'a rien de libre. Donc le néolibéralisme, il n'y a rien de libéral. Le capitalisme de connivence, il n'y a rien de capitaliste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, tu vois, en t'entendant, ça me fait penser aux accusations qu'on entend parfois contre ce qui est appelé le lobby crypto, Ouais. qui aurait beaucoup de moyens, notamment aux États-Unis. Peut-être aux États-Unis, ouais. Mais pas en Europe. Pas en Europe, non. Ah, ça, c'est sûr. De toute façon, on a qui en gros bonnet en Europe? Tu veux dire en plateforme ou... Plateforme, protocole, etc. On a qui un gros bonnet en Europe qui est proche du pouvoir de Macron, de Ursula von der Leyen, de, je sais pas, Nathalie Loiseau, Thierry Breton? On a qui? Tu peux pas me répondre parce qu'on n'en a pas. On n'est pas proche de ces gens-là, ils sont pas proches de nous. Donc le lobby, c'est le lobby de qui? Il n'y a pas de lobby. Ou alors il y a les banques. Mais... Bah, qui est proche des banques? C'est ça le truc. Décalage complet. Le marché, les politiciens. Il y a un mur. Voilà. Donc, je te le redis, la solution, c'est quoi? C'est soit qu'on se rapproche, soit qu'on dégage tout et qu'on en met des nouveaux. Ce qui n'arrivera pas, évidemment. Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui arriveraient dans la crypto sur ce cycle et qui voilà, tombent dans le trou du lapin et qui creusent? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ce que je dis toujours, c'est de commencer par les bases, le commencement du coup. Bitcoin, Ethereum. Pas nécessairement s'investir, mais au moins comprendre pourquoi Bitcoin il est là, pour répondre à quel besoin, c'est quoi son histoire, c'est quoi l'histoire de la monnaie. Même chose pour Ethereum. Donc comprendre. Pour ce qui est de l'investissement, il y a un biais qui est absolument terrifiant que tout le monde a, c'est que, les gens pensent qu'il faut avoir un gros capital pour commencer, alors que tu peux très bien commencer avec 50 € ou 100 €. Chacun a son budget, je veux dire, faut arrêter avec ça. Et 2, non, c'est pas parce que Bitcoin coûte, entre parenthèses, 100 000 € l'unité qu'il faut forcément avoir 100 000 € ou peut-être 1 000 € pour acheter du Bitcoin. Tu peux très bien acheter 0,00001 Bitcoin, donc pour 10 € de Bitcoin. Donc, tout ça, c'est des biais. En fait, il faut casser les biais et il faut arrêter de se dire Bitcoin, c'est trop cher, Ethereum, c'est trop cher, donc j'achète du XRP, j'achète du Doge. Ça, c'est problématique. Casser les biais, s'intéresser et ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, du coup, moi, perso, c'est Capet sur Twitter, YouTube, Capet le vrai sur Twitch et mon média coinacademy.fr qui est un des plus gros médias francophones aujourd'hui. Donc, nous aussi, on a un site, on est sur Twitter, on est sur YouTube. Trop cool. Merci beaucoup. Merci Claire. Salut. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. On sort un épisode par semaine, comme ça vous ne manquerez rien. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.